L'opération de paiement de la prime d'incitation à la performance PIP a bien débuté à Libreville. Les agents des différents ministères passent à la caisse depuis quelques jours, une volonté du président de la République Ali Bongo Ondimba. Et puis le règlement de la dette intérieure de l'État au centre des échanges. Ce matin, entre le ministre du Budget et les entreprises majeures du Gabon, le gouvernement s'engage à régler la note évaluée à plusieurs milliards de francs CFA. Nous allons à Oyem, au Septentrion, au cœur d'une mission d'information sur la décentralisation. Les travaux qui ont duré 4 jours étaient présidés par le président du Sénat, Rose Francine Rogombe. Madame, Messieurs, bonsoir. Vous êtes les bienvenus sur Gabon Télévision en ouverture de cette session principale d'information. La double audience aujourd'hui à la primature, le professeur Daniel Onan Ondo, qui a eu une intense activité, a accordé en première heure une audience au directeur général de Puputre et Bois du Gabon. Les échanges étaient axés bien sûr sur les activités économiques dans la filière bois. Helmut Mouchinga Boulingi, Alain Serge Eyene, Patrick Demabio. Les projets d'investissement au Gabon dans divers domaines et les possibilités de meilleure exploitation locale des bois du Gabon, objet de l'audience accordée par le Premier ministre du gouvernement, professeur Daniel Onan-Ondo, directeur général de PBG, Pupitre et Bois du Gabon. En fait, l'ambition, c'est de créer de l'emploi pour le Gabon, premièrement, pour les Gabonais, et de pouvoir mettre le Gabon sur la voie d'un développement industriel moderne. Pupitre et Bois du Gabon, structure industrielle dont le démarrage des activités est imminent à Libreville, est spécialisée dans la scierie, le séchage et la menuiserie. PBG compte participer à la réduction des coûts de production du mobilier de luxe et pour y parvenir, Pupitre et Bois du Gabon pense à l'importation de l'expertise et à la formation du personnel gabonais. On constate que le bois gabonais est exporté en Asie. On fabrique des meubles en Asie qu'on vend en Italie et les Gabonais achètent ça d'Italie. Donc pourquoi acheter des produits de base gabonaise en Europe alors qu'on peut les produire sur place? Donc notre ambition, c'est carrément de faire ce transfert technologique, ce transfert de savoir-faire de l'étranger ici pour pouvoir baisser les coûts de production et permettre aux Gabonais d'accéder à des articles de haut de gamme à des prix beaucoup plus abordables que ce qu'il y a sur le marché actuellement. Le Premier ministre, c'est le premier à encourager ce genre d'initiative, bien sûr. Mais c'était pas uniquement sur ce point, c'était aussi au niveau des investissements de grande envergure pour le Gabon. C'était très positif, l'échange. Et le Premier ministre n'aime pas le bavardage. Ce qu'il veut, c'est de l'action. Ce qu'il veut, c'est quelque chose du concret. Donc, il nous a encouragés pour vraiment faire quelque chose qui a un impact réel et non pas du bavardage sans rien. Et on est sur la voie. Autre audience, autre sujet, avec cette fois l'amélioration des contrôles au port d'Ovendo et de Port-Gentil par l'utilisation des scanners. En tout cas, le sujet a été abordé au cours de cet échange entre le Premier ministre, chef du gouvernement et le directeur général de Scan Gabon. Nous retrouvons Helmut Mouchinga Boulingi. Comment réduire les fraudes en améliorant les recettes douanières dans les ports et aéroports du Gabon? La question a été au centre des échanges entre le Premier ministre chef du gouvernement, professeur Daniel Onan-Ondo et le directeur général de Scan Gabon du groupe Cotecna. Le groupe Cotecna est une société suisse leader dans l'intégration des scanners à conteneurs dans l'environnement portuaire et douanier. Nous avons à ce titre signé avec l'État gabonais le 11 septembre 2012 un contrat pour la mise en place de 2 scanners à conteneurs dans les ports du Gabon. L'objet de cette rencontre est de faire un point avec son Excellence, Monsieur le Premier ministre, sur l'avancement de ce projet. On va dire plutôt l'avancement de ce contrat. Pour l'avancement de ce contrat, on enregistre déjà l'installation d'un scanner au port d'Ovendo dont le fonctionnement est plus qu'effectif. Comme vous le voyez, ce scanner est constitué par une arche. Les conteneurs sont débarqués du navire et sont mis sur des camions. Ils passent ensuite à 7 km/h sous l'arche
que vous voyez là, et l'image est ce qu'on appelle enregistrée. Ensuite, le conteneur va au parc à conteneurs, la douane qui est responsable des opérations et responsable de la sécurité du port, avec les services de l'OPRAC bien sûr, peut faire une analyse de sécurité et peut aussi conserver l'image pour qu'elle soit ressortie au moment de la déclaration que fera l'importateur au moment de dédouaner la marchandise. D'après le directeur général de Scan Gabon, les avantages qu'offrent ces scanners sont à la fois techniques, humains et financiers. Le scanner est au conteneur, permet à la fois de sécuriser les recettes douanières à travers la lutte des trafics contre les trafics illicites, permet à la fois de fluidifier le trafic portuaire parce que un conteneur qui n'est pas ouvert par la douane est pris beaucoup plus rapidement en compte par son propriétaire. Et enfin, le scanner participe à la politique de sûreté et de sécurité de l'État. Outre la mise à disposition des scanners, le contrat avec Scan Gabon prévoit également la formation des douaniers et la mise en place du système d'analyse de risque permettant de contrôler efficacement les conteneurs importés ou exportés. Des dispositions bien accueillies par le gouvernement. Le Premier ministre était derrière ce projet en tant que chef du gouvernement et il nous soutient pour la mise en place le plus rapidement possible des opérations. Et puis cette communication qui nous vient du département communication de la primature qui dit ceci: il est porté à la connaissance des annonceurs, des associations à caractère politique ou culturel que l'usage du patronyme et de la personnalité de Monsieur le Premier ministre, chef du gouvernement, pour le parrainage de diverses manifestations est formellement interdit sans l'accord préalable de l'intéressé. Toute personne allant à l'encontre de cette décision s'exposerait à des poursuites judiciaires. Le paiement de la prime d'incitation à la performance au centre de l'actualité sociale depuis le début de cette semaine. Après, bien sûr, plusieurs semaines de tractation, les agents de l'État passent désormais à la caisse pour percevoir la prime d'incitation à la performance, la PIP, promis par le président de la République, chef de l'État, Ali Bongo Ondimba. Constat ce matin sur le terrain. Voici le reportage de Cédric Mollet Malonga et Christian Maïnda. File d'attente se dresse dans les couloirs des administrations publiques. La prime d'incitation à la performance passe petit à petit du mythe à la réalité. À l'époque, c'était compliqué. Mais moi, j'ai vu la réalité. J'ai touché du doigt. Je suis satisfait et on donne par cabinet. Comme au transport, les fonctionnaires du ministère de l'Agriculture défilent devant les caisses. Ici, notre caméra n'est pas la bienvenue. Après plusieurs semaines de tractation, on n'y croyait plus. Le mécanisme de motivation qui était dédié aux agents civils de l'État exerçant dans les régies financières touche désormais les autres administrations publiques. La PIPA est fonctionnelle depuis, je crois, mercredi, si ma mémoire ne me trompe pas. Je suis très content que je remercie le président Ali Bongo Ondimba et je remercie son gouvernement. Merci beaucoup, monsieur. Je suis au courant de la mesure, c'est payé, mais pas dans tous les ministères en tout cas, dans certains ministères. Parce que jusqu'à aujourd'hui, il y a des ministères qui n'ont encore rien perçu. Jusqu'aujourd'hui. Depuis lundi jusqu'aujourd'hui, il y a des ministères qui n'ont rien perçu. Le paiement dans certains ministères tarde compte tenu que les listes ne sont pas parvenues au niveau du trésor à temps. Donc, d'après d'autres informations également, on constate qu'il y a certains ministères qui perçoivent la PIP et d'autres pas encore suite à des lenteurs certainement administratives. Si le paiement de la PIP est effectif dans certains ministères, ailleurs, on s'impatiente. Ailleurs, on s'impatiente, bien qu'effective, cette prime d'incitation à la performance depuis le début de cette semaine. C'est une décision, disait tantôt, du chef de l'État qui tire là son fondement dans l'application de ces réformes du système de rémunération des agents de l'État, mais aussi dans le cadre de la lutte contre les inégalités engagées dans le plan social présidentiel.
Voici l'analyse de Sébastien Tonton Bekale. En octobre 2011, Mouila accueille le chef de l'État pour les assises du Conseil des ministres délocalisés. Comme à l'accoutumée, les membres du gouvernement autour du chef de l'État examinent les grands dossiers de développement du pays. Mais l'histoire du Gabon retiendra que c'est bien à Mouila, en 2011, que le chef de l'État avait lancé la phase pratique de la réforme du système de gestion des agents de l'État. La réforme du système de rémunération des agents publics. La politique d'émergence impose à l'agent public des obligations et des contraintes supplémentaires en termes d'engagement et d'investissement dans le travail. L'agent public se trouve ainsi dans un environnement qui l'amène désormais à travailler plus. En contrepartie, il est juste qu'il soit mieux rémunéré et qu'au moment de la mise à sa retraite, il se sente rétribué à la hauteur des efforts fournis durant toute sa carrière. Il nous faut donc revisiter notre système de rémunération, y compris le régime des pensions de retraite. Dans ce sens, j'ai instruit le ministre du Budget, de la fonction publique, de proposer dès 2012 un nouveau système de rémunération de l'agent public qui tienne compte de toutes ces contraintes. En prenant en compte ces orientations présidentielles, le gouvernement s'est mis au travail. 3 ans après, et pour matérialiser encore davantage sa volonté et sa vision de partage, le chef de l'État décide d'harmoniser les primes allouées jusque-là à certaines catégories d'agents de l'État pour l'étendre à la grande majorité. C'est pourquoi j'ai donc décidé de suspendre le versement de tous les fonds communs afin que les administrations compétentes et le gouvernement s'activent enfin à proposer cette réforme. Car les fonds communs et primes diverses, messieurs et mesdames, concernent ceux qui, dans les administrations, ont déjà un salaire. Mais que dire de ceux qui, nombreux, n'ont pas d'emploi, donc pas de salaire? Que dire de ceux qui, à diplôme égal, ont des rémunérations jusqu'à 4 fois inférieures à leurs collègues fonctionnaires dans les régies financières? Il ne s'agit pas de méconnaître la spécificité de certaines fonctions dans notre administration. Il s'agit tout simplement d'introduire, et vous le comprenez bien, plus de justice et d'équité. Notre devoir aujourd'hui est d'œuvrer tous ensemble, chacun à la place qui est la sienne, afin que nos compatriotes bénéficient des fruits de la croissance et donc d'une plus grande équité. Ne pas le faire, c'est courir le risque de creuser encore plus l'écart entre les hommes politiques que nous sommes et nos concitoyens. La mise en place de la prime d'incitation à la performance a donc un fondement d'importance pour le chef de l'État, aussi bien qu'elle rentre dans le cadre des réformes contenues dans le plan stratégique Gabon émergent que dans son plan social de lutte contre les inégalités. À terme, et pour le président, cette prime doit profiter à un plus grand nombre possible des agents de l'État et ainsi les rendre plus efficaces au service de la nation. A versé dans ce volet économie et social, cette signature d'accord de prêt ce matin au ministère de l'économie et de la prospective entre le Gabon et bien sûr la Banque africaine de développement pour un montant de près de 53 milliards de francs CFA et un prêt qui va permettre de financer les travaux de la route Ndende d'Oussala, c'est au sud du Gabon. Jean-Augustin Zengi, Félix Moudibangoy. Tout est finalement prêt, du moins sur le plan du financement du projet multinational d'aménagement de la route Ndende-Doussala dans la province de Langounié. Un accord de prêt d'environ 53 milliards de francs CFA relatif au dit projet vient d'être signé entre l'État gabonais, représenté par Christophe Akagamba, ministre de l'économie et de la prospective, et Ali Lamine Zen, représentant résident de la Banque africaine de développement. Il s'agit donc d'un prêt qui a été approuvé par le conseil d'administration de la banque déjà le 18 décembre 2013 pour la réalisation de ce projet qui s'élève à 70 millions d'unités de compte pour environ 53 milliards de nos francs. Et ce montant représente 78% du coût global qui est estimé à 88,9 millions d'unités de compte pour le tronçon du Gabon.
Je sais, monsieur le gouverneur, que l'importance de ce projet et l'engagement de votre gouvernement bâti sur une excellente relation entre la banque et nous permettront tous ensemble de suivre la réalisation de ce projet et de faire en sorte que très rapidement il démarre. La route Ndendé-Doussala, un projet en parfaite cohérence avec le plan d'action prioritaire du programme de développement des infrastructures. Il s'agit pour nous d'un projet qui est contenu dans le schéma directeur national des infrastructures et qui constitue également un projet phare du plan d'action prioritaire du programme de développement des infrastructures adopté par la conférence des chefs d'État et de gouvernement de l'Union africaine depuis janvier 2012. Son aboutissement, je peux vous rassurer, fera du Gabon une zone de transit incontournable dans la sous-région, avec un apport supplémentaire et substantiel du trafic des personnes et des biens. Ce montant servira entre autres au bitumage de 49 km de route, la construction de 35 km de pistes aménagées, des écoles et l'acquisition du matériel agricole pour les femmes, toute chose qui va contribuer à l'amélioration des services de transport sur le corridor Libreville-Brazzaville, mais aussi les conditions de vie des populations dans la zone d'intervention du projet. Je vous l'ai dit au sommaire, le règlement de la dette intérieure de l'État au centre des échanges ce matin entre le ministre du Budget et les entreprises majeures exerçant dans notre pays. Le gouvernement ici s'engage à régler la note évaluée à plusieurs milliards de francs CFA. Lui, Bestar Linyongo Tassanamiko. Rassurer les entreprises partenaires de l'État quant au paiement prochain de la dette intérieure, c'est le centre d'intérêt du dialogue entre le ministre du Budget, les directeurs généraux du budget, du contrôle des ressources et charges publiques et les chefs d'entreprises majeures engagés dans le vaste chantier Gabon émergent. Un dialogue d'apaisement qui a participé à faire jaillir la lumière sur les points d'ombre relatifs aux inquiétudes des entrepreneurs, sur la question de liquidité et de poursuite des travaux de certains chantiers restés en latence jusque-là. Au bout du compte, quiétude et sérénité sont les maîtres mots au sortir des échanges. On salue la démarche, c'est une très bonne démarche. Et surtout, on demande que ça se perpétue, ça s'inscrit dans le temps pour permettre justement d'avoir un dialogue franc et pour pouvoir, chacun va faire ce qu'il a à faire, nous, entreprises, et l'État comme partenaire principal dans nos projets. Aujourd'hui, on s'est expliqué dans les domaines et le gouvernement a fait des efforts pour nous payer et les entreprises, nous sommes tous contents sur ce point-là. On a travaillé dans un esprit amical et nous sommes contents que le gouvernement prenne les mesures au jour d'aujourd'hui pour pouvoir apurer de cette dette et pour pouvoir permettre aux PME de ne pas être spectateurs du développement de leur pays. On nous a reçus ce matin pour nous reconforter et nous annoncer des bonnes nouvelles, notamment au niveau des règlements. Les assurances ont été données, quitte à nous maintenant de reprendre les travaux sur certains projets qui étaient, je dirais, mis en veilleuse. D'ici la semaine prochaine, tout va repartir comme les années antérieures, bien sûr, et remarquez au niveau du MICA, on n'avait pas tout suspendu. Cette rencontre fait suite à celle du Premier ministre, chef du gouvernement, avec la Confédération patronale gabonaise, dans le même ordre d'idées d'embellie économique du pays. Aujourd'hui, il y a une visibilité sur les comptes publics. L'État paye désormais la bonne dépense. Tous les dossiers qui ont été engagés seront pris en compte. Les agents du ministère des Travaux publics ont repris du service après une longue grève qui a paralysé ce département ministériel. L'annonce a été faite par le syndicat de la force ouvrière de travaux publics, le SIFO-OTP, en présence de Caroline Mendoum Owono, Serge Zengimabila.
à nouveau à leur poste de travail après plus d'un mois de grève. La reprise du travail a été effective timidement. Nous attendons que le mot d'ordre lancé par la coalition des syndicats à la reprise du travail, que l'écho soit plus large. Sur 20 points de revendication, 11 ont fait l'objet d'un accord. Bien que l'instauration de l'appui des technicités de risque et l'élaboration d'un plan de carrière des agents figurant parmi les 9 points restants, il n'en demeure pas moins que cette avancée significative constitue un motif de reprise de travail. L'Assemblée générale extraordinaire réunie le vendredi 4 septembre 2014 a décidé de suspendre le mouvement de grève déclenché le 26 5e 2014 à l'issue du compte rendu des points contenus dans le protocole d'accord signé entre la tutelle et les partenaires sociaux. Une tournée explicative des membres de coalition du 10 syndicats sera entreprise dans les jours à venir à l'intérieur du pays. Le secrétaire général du ministère de l'économie numérique, de la communication et de la poste prie tous les agents du dit ministère en position de détachement et de mise à disposition de bien vouloir se présenter à la direction centrale du personnel du 15 au 20 juillet 2014, munis de leur décret de nomination, de mise en détachement, de mise à disposition et leur attestation de prise de service. Toute personne à l'écoute de ce communiqué et connaissant les intéressés priés de bien vouloir les informer. Je vous le disais au IEM, dans le Septentrion, était au cœur d'une mission d'information sur la décentralisation. 4 jours durant, les travaux étaient présidés par le président du Sénat, Madame Rose Francine Rogombe. Presse du Sénat. La ville d'Oyem a fait le plein de ses élus à la faveur de cette visite de travail sur la décentralisation des collectivités locales que conduisait la présidente du Sénat, Madame Rose Francine Rogombe. Débutée à travers la rencontre avec les autorités administratives de la province, l'ouverture de ces assises a donné l'occasion au maire de la commune d'Oyem d'exprimer les attentes des collectivités locales quant à l'aboutissement du processus de la décentralisation. Les élus locaux qui vivent au quotidien avec les populations qui les ont élus, se trouvent dans une situation pour le moins inconfortable, très inconfortable, car incapables d'apporter des réponses satisfaisantes aux attentes de ces populations. Prenant la parole, le président du conseil départemental du Wole a, lui, marqué ses réticences au regard des multiples zones d'ombre qui entourent ce processus. Réticence exprimée à juste titre, mais que la présidente du Sénat s'attellera à apaiser. Pour Madame Rose Francine Rogombe, il sied maintenant de s'approprier le processus de la décentralisation. Nous devons convenir et nous tenir prêts à assumer l'idée que le renouveau de notre politique de décentralisation ira de pair avec des exigences nouvelles, des performances réelles attendues des conseils départementaux et municipaux. Les collectivités locales devront, coûte que coûte, faire preuve d'imagination constructive, de rigueur et de bonne gestion des moyens humains, financiers et matériels qui seront progressivement mis à leur disposition. La cérémonie d'ouverture s'achèvera par une invite à tous quant à la matérialisation de cette politique. Nous vous l'annoncions déjà, les musées, le théâtre et la bibliothèque peuvent être des structures productrices de revenus pour le ministère gabonais de la Culture. C'est en tout cas la question que se pose le ministre de la Culture, Madame Hidari Tono Asonoué, au terme d'une visite des musées et du Théâtre national Mohamed V de Rabat au Maroc. Envoyé spécial Omar Edgar Ndiembidoukaga. Une ultime étape d'un séjour marquée par un agenda qui pointe dès septembre 2014 à Libreville une série de rencontres entre responsables des ministères marocains et gabonais de la culture appelés à proposer un premier accord cadre de coopération interculturelle au président Ali Bongo Ondimba et au roi Mohamed VI, la visite de 4 musées d'art contemporain et moderne remontant les riches traditions du royaume et l'histoire des luttes armées.
Ça, c'était au XVe siècle. Le Maroc a fabriqué des types d'armes ici même à Fès vers 1717. Ida Reteno Assonoué et ses collaborateurs ont découvert les divers aspects d'un artisanat maîtrisé, complexe, mais surtout dont la conservation des manuscrits et des outils impose une transmission des connaissances entre plusieurs générations. Du Théâtre national Mohamed V à la Bibliothèque nationale de Rabat, la ministre gabonaise de la Culture a évalué la portée des investissements, la qualité des équipements technologiques et l'aménagement des espaces consacrés au savoir. La destination Maroc, pour nous, est une destination qui a été d'un grand apport depuis déjà le festival des musiques sacrées, où nous avons eu les communautés de tous les coins du monde qui, chacun selon la spécificité culturelle, a bercé, s'est exprimé sans barrière aucune. Cette pluralité culturelle montre bien que la musique, la culture et les arts sont un facteur de paix. Le Maroc peut apporter une certaine expertise, une certaine expérience qu'il a acquis en la matière, et nous avons également besoin de l'expérience gabonaise là où le Gabon a réussi. Au Maroc et depuis toujours, les musées, le théâtre national, mais aussi la bibliothèque donnent au ministère de la Culture une totale autonomie de fonctionnement. Un rêve peut être possible pour la sémillante ministre gabonaise de la Culture qui s'est complètement approprié l'ambition du chef de l'État en matière de culture. Et voilà qui nous amène au prix Scénariste CEPIG, édition 2014. La consommation d'alcool, même modérée pendant la grossesse, peut entraîner des conséquences graves sur le fœtus. C'est en tout cas ce que nous démontre ici Priscilla Linda Omouenzé au travers de son projet de recherche sur le syndrome d'alcoolisation fœtale dans un modèle murin. Marie-Josée Ndombi, Chantal Maroun. La consommation d'alcool chez la femme enceinte constitue un risque pour le développement du fœtus, avec pour conséquence le retard de la croissance et une malformation faciès connue sous le terme de syndrome d'alcoolisation fœtale. La question a amené Priscilla Linda Omouenzé de l'USTM à étudier le phénomène. Le syndrome d'alcoolisation fœtale, il faut d'abord le définir. C'est un trouble du développement du fœtus causé par la prise d'alcool de la mère, même modérée, pendant la grossesse. Alors, pourquoi s'intéresser au syndrome d'alcoolisation fœtale au Gabon? Premièrement, parce que malgré les campagnes de sensibilisation, 25% des femmes dans le monde reconnaissent consommer de l'alcool pendant la grossesse, ce qui est énorme. Deuxième raison, c'est parce que au Gabon, où on a quand même une production de bière qui est de plus de 250 000 hectolitres par an, pour une population consommatrice en tout cas de moins de 800 000, on n'a pas, le SAF est très peu diagnostiqué. Il n'existe quasiment pas de publication qui parle de ce syndrome-là au niveau du Gabon. Les travaux de cette étude ont été réalisés en laboratoire sur les rats. Donc ici, dans cette cage, on a une femelle restante. Donc là, vous voyez bien, on peut bien voir comment elle est bien pleine. Donc on va lui administrer de l'alcool. Comme les rats ont naturellement une aversion pour l'alcool, donc on ne leur laisse pas le choix. On va mettre dans le biberon de l'alcool. Alors ici on a choisi de travailler avec de l'alcool 4% parce que c'est le degré d'alcool qui est généralement rencontré dans les bières locales. Donc on dilue. À partir du 13e jour de la gestation jusqu'à la fin de la gestation, la rate va prendre donc de l'alcool à 4%. Nous allons procéder à la pesée. La pesée se fait tous les matins à la même heure parce que les ratons ont une fréquence de tétée qui est régulière, donc ils prennent du poids régulièrement. C'est pour ça qu'il faut, pour pouvoir comparer d'un jour à l'autre, il faut être précisément à la même heure. Donc vous voyez le raton, à la naissance, il a les yeux fermés, les oreilles collées, il n'a pas de poils. Ce sont ces caractères-là qui vont être observés et qui vont nous permettre de suivre le développement de l'animal.
Donc, ce deuxième raton pèse 0,7 grammes. Priscilla Linda Omwenze saisit l'opportunité pour lancer cet appel au pouvoir public. Ce qu'on voudrait dire au pouvoir public, c'est de nous donner plus de moyens pour faire notre recherche. La recherche fondamentale, ce n'est pas une recherche qui est en marge, c'est une recherche qui vient en appui à la recherche médicale. C'est d'ailleurs le premier pas, en tout cas, le palier de la recherche médicale. Donc, nous voulons avoir plus d'infrastructures. Typiquement, là, pour cette étude, nous voulons aller jusqu'au niveau du cerveau, seulement on n'a même pas un microtome. Donc, on ne peut pas observer ce qu'il y a concrètement dans le cerveau. Rappelons que la présente étude s'intéresse aux boissons alcooliques produites localement. Avant la page invitée à la page magazine de cette session d'information, parlons de cette caravane de cours de rattrapage au bénéfice des élèves de classe de terminale du lycée public d'Ntoum en prélude au baccalauréat édition 2014. Les enseignements ont été lancés en présence du représentant du ministre de l'Éducation nationale, parrain de la promotion 2014. Cabrel Guilain Lemami, Richard Moubioua Massis. Le déroulement de cette caravane du bac 2014, organisée à l'endroit des élèves de classe de terminale du lycée de Ntoum, s'est faite par la présentation des exposés selon les spécificités de formation de chaque établissement concerné. Il s'est agi ici de débattre sur les problématiques liées aux orientations, aux formations professionnelles et aux démarches après le bac. Notre objectif a été de venir vers eux, leur expliquer les méthodes et la conduite à tenir après le bac, la démarche qu'il faut suivre, qu'est-ce qu'il faut faire pour que, après le bac, ils suivent des concours, des institutions et s'inscrivent à l'UOB ou encore dans les grandes écoles. Une tribune riche en échanges à laquelle plusieurs élèves venus de Ntoum et des autres localités ont pris part activement. Effectivement, nous avons eu la participation des élèves du lycée, du Ben Marsa Toutoumobam. Nous avons eu la participation des élèves des établissements privés de Ntoum, mais aussi quelques élèves des établissements de Libreville. Nous voulons ici remercier notre parrain, à la personne du ministre Christophe Akagamba, qui a répondu à notre sollicitude, et c'est grâce à lui que ces enfants aujourd'hui peuvent bénéficier de ces enseignements. Représentant le ministre de l'économie, Marie-Louise Obissa, chef de cabinet, a fait le déplacement de Ntoum pour s'imprégner du déroulement de la caravane. Occasion pour elle et au nom du ministre de prodiguer quelques conseils aux élèves. C'est pas sorcier, il n'y a pas de mystère à ça, mais il faut bosser. Vous avez quand même eu un appui pour les cours de soutien. C'est un plus que vous avez par rapport à ce que vous avez eu pendant toute l'année. Ce que d'autres élèves, d'autres établissements n'ont pas. Vous avez eu ce plus-là, c'est une chance pour vous. Donc, continuez sur cette lancée pour... les gens comptent sur vous pour le bac. Et vous avez la chance que cette année, votre établissement est maintenant un centre. Donc, vous n'allez plus vous déplacer comme vos grands frères l'ont fait à l'époque. Donc, et c'est sur cette lancée-là que vous allez continuer aussi pour les concours des grandes écoles. Une initiative qui sans doute serait pérenne afin d'atteindre les résultats escomptés par les autorités de cette localité. Et cette communication qui nous vient de la nonciature apostolique en République gabonaise, qui a le plaisir d'annoncer que sa sainteté, le pape François, a élevé la préfecture apostolique de Makokou au rang de vicariat apostolique, et il a nommé comme premier vicaire apostolique avec la dignité épiscopale Monseigneur Joseph Kerber. C'est une communication, je le disais, qui nous émane de la nonciature apostolique du Gabon. Sur ce plateau, le premier vice-président de la Fédération gabonaise de football, chargé des équipes nationales, Jean-Paul Tchibina. Monsieur le premier vice-président de l'Africa Foot, bonsoir. Bonsoir, monsieur. Alors, vous êtes là pour nous présenter cette revue de la Fédération gabonaise de football que vous avez nommée Gabon Foot.
le magazine de la Fédération gabonaise de football. Alors, monsieur le premier vice-président, qu'est-ce que l'on peut retrouver dans ce cocktail de pages, d'articles? Merci, monsieur Simangoy. Tâche, c'est de vous remercier de nous donner cette facilité de pouvoir donc expliquer notre politique en matière de communication. Comme vous savez, nous avons été élus depuis le 31 mars dernier. Oui. Nous avions le souci de pouvoir mieux communiquer avec à la fois les décideurs, les athlètes gabonais, en gros avec le mouvement sportif national. Pour nous donc, Gabon Foot est un support de communication qui permet, et c'est notre premier numéro qui va être gratuit, il va donc permettre à l'ensemble des sportifs qui s'intéressent au football de comprendre d'abord ce que nous faisons. Oui. Vous avez dans les toutes premières pages un éditorial dans lequel nous fixons les grandes lignes de nos objectifs. Ensuite, vous avez la présentation de notre président, M. Pierre-Alain Mungengi, notamment ses premières actions qu'il a entreprises lors de son arrivée à la tête de la fédération. Oui. Avec M. Blatter, il a rencontré également le président de la CAF. Plus loin, nous avons donc les grandes idées de notre politique qui se résument donc en un triptyque professionnalisé, restructurer et relancer nos activités. Alors, ce magazine, monsieur le premier vice-président, est écrit en combien de pages? Il est très illustratif. Oui, nous l'avons voulu, c'est la première fois, donc nous l'avons voulu moins ambitieux, donc il y a une cinquantaine de pages, comme je disais tout à l'heure, qui se regroupent vraiment en trois grandes parties. Vous avez la présentation du président de la fédération avec ses premières activités. Nous avons ensuite le groupe fédéral avec les profils de tous les membres du comité exécutif. Ensuite, nous déclinons les principales activités que nous avons menées. Et nous passons ensuite sur... nous faisons une part belle à la DINAF en présentant Manga Sport qui a été le dernier champion. Et en troisième position, vous avez la CAN 2015 à laquelle nous sommes engagés. Nous présentons donc trois équipes. Vous avez l'équipe A, les Panthères A. Vous avez ensuite les Panthères -20 et les Panthères -17 qui sont actuellement au Rwanda pour jouer un match amical. Alors, on peut se le procurer où? C'est un gratuit. Vous allez me demander qui va payer, mais nous avons déjà des sponsors qui nous suivent et nous sommes heureux de pouvoir l'offrir gratuitement. C'est un gratuit que vous pouvez trouver dans tous les kiosques. À partir de demain? À partir de demain, oui, c'est disponible. Nous allons le déposer également dans les différentes fédérations sportives, mais aussi les présenter aux décideurs et tout ça. Chaque fin de mois, ce magazine paraîtra. C'était mensuel, hein, alors? Voilà. Alors, monsieur le premier vice-président, un dernier mot avant de vous laisser partir? Merci. Je pense que nous invitons, comme je l'ai dit dès le départ, ensemble des sportifs et du mouvement sportif national, excusez-moi la répétition, de pouvoir donc se procurer ce magazine qui est gratuit pour mieux comprendre le football gabonais, parce que nous avons un souci de proximité auprès des sponsors, auprès des supporters du football. Il est édité au Gabon? Non, malheureusement. Ce premier, il a été édité en France pour la première fois, parce que nous sommes en négociation avec des imprimeries des éditeurs au niveau du Gabon. Mais tant que ce n'est pas encore réglé, il viendra encore de France, pour les trois premiers numéros. Voilà, c'était Jean-Paul Tibinda, le premier vice-président de la Fédération gabonaise de football chargé des équipes nationales, venu nous présenter la parution de cette première publication Gabon Foot, une initiative de la Fédération gabonaise de football. Pour la fin de cette session d'information, ce magazine sur la réhabilitation de la rivière Moulili à Mwanda dans le Haut-Ogooué et qui a fait l'objet d'une rencontre internationale initiée par les responsables de la compagnie des mines de l'Ogooué était à Mwanda, Syriac Harris, Cabrel Guillain, les mamies. Derrière le magazine, le générique de fin, et vous suivrez à la suite une importante communication du ministère de l'Éducation nationale au sujet des fraudes enregistrées
dans le déroulement de l'examen du BEPC dans notre pays. À demain 20h. Du sud du Gabon, située dans le Haut-Ogooué, dont l'activité première est l'exploitation du manganèse, est traversée par un affluent du fleuve Ogooué, la Moulili, qui prend sa source à 560 mètres d'altitude sur le flanc est de la laverie du traitement minier de la Comilog. Depuis plusieurs années, ce petit affluent de l'Ogooué est impacté par les rejets issus du traitement du minerai et la vallée Moulili s'est remplie de déchets de manganèse. Une situation pénible pour les populations de Mwanda, privées des activités de pêche et de consommation de cette eau précieuse. Depuis l'an 2010, la Comilog a mis en place une nouvelle politique environnementale axée sur la réhabilitation de la Moulili. 5 millions de tonnes manganésifères ont déjà été extraites, une opération qui pourrait durer 10 ans. Déjà, 400 hectares de surface ont déjà été revégétalisés par cette technique d'extraction de manganèse de type inerte et insoluble. Donc le tronçon MT3, il démarre par ici, juste après le convoyeur, vous voyez en violet sur les plans. Et il s'arrête au niveau du pont routier qu'on aperçoit là-bas. Donc en superficie, ça fait également une trentaine d'hectares. Donc comme vous pouvez le constater, c'est des dépôts qui sont plus fins que ce qu'on a vu sur la partie 1. Donc c'est-à-dire qu'on a davantage de particules de taille inférieure au millimètre et donc moins de particules de taille supérieure à 1 mm. Résolument engagée contre la pollution issue de ses activités minières, la Comilog a mis en contribution un bassin industriel dont la mission principale est de recevoir les résidus traités à la laverie. Ce bassin industriel de 15 mètres de profondeur, d'une valeur d'1 milliard de nos francs, permet l'exploitation de la Moulili recouverte de minerais de manganèse pour une durée de 2 ans. Plus loin encore, la Comilog a organisé durant 72 heures un séminaire international, lequel séminaire a permis aux experts venus à cette rencontre de discuter des possibilités de la réhabilitation de la Moulili dans un esprit de consensus en tenant compte de son état actuel. Nous avons proposé au niveau de Brent Forest que cette partie aval soit nettoyée à hauteur de 2 km. Ça permet effectivement de libérer toute la voie pour que tranquillement et sereinement la Moulili se jette dans le Goué et pour que les populations puissent revenir puisqu'il n'y a plus rien, il n'y a plus personne qui intervient sur cette rivière tout simplement du fait de l'envasement par les déchets du manganèse. Au regard des exposés et interventions pertinentes qui ont eu lieu au cours de ce séminaire, la Comilog entend prendre en compte les recommandations des experts afin d'accélérer la préservation de l'écosystème à Mwanda. Sachez que cette préoccupation est aussi partagée par l'ensemble des salariés et cadres dirigeants de la Comilog. Au cours de la dernière décennie, de nombreuses améliorations ou modifications ont été apportées à nos infrastructures, à nos méthodes de travail, pour mener à bien nos activités et pour limiter au maximum l'impact de nos activités sur l'environnement. J'en veux pour preuve la mise en place des méthodes de réhabilitation du plateau Kangombe ou encore la mise en œuvre des bassins industriels que vous avez d'ailleurs visité hier pour certains d'entre vous pour éviter tout rejet de la laverie vers le milieu naturel. Comilog s'inscrit résolument au quotidien dans une démarche d'amélioration continue de sa performance environnementale. Cette démarche a d'ailleurs été reconnue au travers de la certification ISO 14001 obtenue fin 2012. Nous sommes fiers de cette distinction, d'autant plus que nous figurons parmi les premières entreprises du Gabon et de la sous-région à l'obtenir. Parmi nos objectifs et engagements en faveur de l'environnement, la réhabilitation de la rivière Moulili demeure au centre de nos priorités.
Tout ceci démontre que la Comilogue s'engage à honorer les engagements pris vis-à-vis de l'État gabonais à entreprendre depuis juin 2010 à la réhabilitation de la partie dite amont de la rivière Moulili affectée par son activité de 1962 à 2010.